Bienvenue au podcast Santé Sport, le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Juste avant de vous présenter l'invité, je veux vous dire, retenez-vous pas de partager l'épisode avec vos amis puis votre famille pour qui vous pensez que ça pourrait être bénéfique. Aussi, sur Spotify, laissez un 5 étoiles et allez suivre la chaîne YouTube. Ça l'aide le podcast à grandir. Notre invité cette semaine est ingénieur mécanique et il a fait son mémoire de maîtrise sur la prédiction de la performance d'un ski alpin en fonction de ses propriétés physiques. Avec deux de ses amis, il fonde la compagnie Ferriol Ski et il révolutionne l'industrie en développant un nouvel alliage d'aluminium, le plus résistant au monde, pour leur ski alpin. Veuillez accueillir Jonathan Audet. Jonathan Audet, bienvenue au podcast Santé Sport. Merci beaucoup de l'invitation, ça fait plaisir d'être ici. Tu as débuté le ski à l'âge de 2 ans. Ouais. Tu as été champion provincial de slopestyle en 2014. Ouais. Tu es allé faire ton bac en ingénierie mécanique à l'Université Laval. Exact. Propriétaire d'une compagnie de ski. Ouais. Puis là, depuis 1 an ou 2, vous avez lancé une division plus technologique en créant un nouvel alliage d'aluminium. Exactement. Pensais-tu que le monde du ski, allait t'amener à créer un nouveau matériau? Non, tellement pas, là. Parce qu'une chose est sûre, pour moi, le ski, c'est une passion de longue date. J'ai commencé quand j'avais 2 ans, justement, puis je dirais que la plupart des choses que j'ai faites au cours de ma vie, tant du côté académique, professionnel, tournent autour du ski. Parce que, c'est ma passion, puis j'ai toujours eu un intérêt, oui, à travailler dans l'industrie du ski, mais de là à dire qu'on allait pousser l'innovation tellement loin qu'on allait en venir à développer notre propre alliage d'aluminium qui allait nécessiter qu'on crée une autre compagnie puis que cette techno-là se distingue à l'international dans plusieurs industries, dans plusieurs domaines. Non, jamais j'aurais pu m'attendre à ça. Ça, parce que là, vous avez créé un nouvel alliage d'aluminium plus rigide. Plus résistant. Plus résistant. C'est ça. Donc, à des impacts. Bien, plus résistant, ça permet de faire des produits ou des composantes qui vont être essentiellement plus légers parce qu'on a besoin de mettre moins de matière. Fait que c'est un peu ça le principe quand on a un matériau qui va être très résistant. Là. Good. On va y aller un peu plus tard. Là. On va peut-être un peu plus en détail. Mais tu as commencé le ski à l'âge de 2 ans. Ça, j'imagine que ta famille était sportive en ski. Ben oui. T'as-tu fait d'autres sports aussi? Plusieurs autres sports, dont le vélo de montagne que j'aime beaucoup, que je pratique encore aujourd'hui. Mais c'est comme si le ski, c'était toujours une autre coche au-dessus. Là. Même l'été, j'ai toujours hâte de skier. Au ski de printemps, j'ai hâte à l'année prochaine pour reskier à nouveau. Là. Fait que c'est sûr que c'est comme un autre niveau à quel point que du ski, j'en mange. Là. Puis, est-ce que tu as fait un programme sport-études? Je pense qu'il y en a un. Oui, mais ça. Ouais, exactement. Là. Fait que pendant mon secondaire là, au Mont-Saint-Anne, j'ai eu la chance de pouvoir être en sport-études, en ski-études. Fait que c'est sûr et certain que c'était comme un rêve qui se réalisait, dans le sens que tu vas à l'école, mais en même temps, de décembre à mars, tu vas skier des journées complètes de 2 à 3 fois par semaine. Je pouvais pas demander mieux. Là. Puis après ça, s'en est envenu le volet compétitif de mon côté. Puis j'ai aussi continué ça pendant mes études au cégep, le côté sport-études dans le ski, justement. Fait que non, ça a vraiment été super puis une source de motivation pour moi. Là. À l'école, ça? Ouais. Je suis aussi un produit du sport-études, là, secondaire 5. Mais c'est vrai que ça l'aide les enfants qui ont beaucoup d'énergie à... Ouais, vraiment. Puis, comment t'es arrivé au niveau de la compétition? J'avais la chance, je pense, d'avoir un super cercle d'amis vraiment crinqués au secondaire. Puis on s'entend tous encore super bien aujourd'hui. Là. C'est vraiment toutes des bonnes personnes. Puis assez vite, on s'est venu à se crinquer rapidement côté slopestyle, justement, qui est c'est un sport qui est quand même relativement plus nouveau. Mais dans mon cas, personnellement, je suis un gars qui mange de l'adrénaline. J'aime aller vite, j'aime les hauteurs, j'aime sauter partout, j'aime avoir ce rush d'adrénaline-là. Puis le ski alpin pouvait définitivement m'amener ça, mais
ça me permettait de vivre ça encore plus intensément avec le slopestyle. Là. Mais t'aimes ça aussi, descendre la montagne puis aller vite? Ben oui, c'est ça, exactement. J'aime la variété, mais c'est sûr que mon vrai background compétition, entraînement de ski, c'était par rapport au slopestyle. Ça va-tu quand même vite en slopestyle? Tu peux. Mais ça n'a rien à voir quand même avec des gens qui font vraiment la discipline de slalom géant, tout ça. Mais n'empêche que faut quand même être en mesure d'aller vite quand vient le temps de prendre des big airs de 60-70 pieds pour être sûr. C'est pas tant d'aller vite, mais aussi aller vite, mais avoir un bon contrôle de sa vitesse. Tu veux pas aller trop vite, tu veux pas aller pas assez vite, tu veux juste aller la bonne vitesse, que ce soit un rail, une rampe ou un big air. Là. Puis, tu as été champion provincial en 2014. Est-ce que tu as continué la compétition par la suite? J'ai essayé. J'ai essayé, en fait, justement, le côté compétition, il était présent, mais tout était en même temps relativement nouveau quand que j'étais intensément dans la compétition de slopestyle, dans le sens que, tu sais, des coachs, il y en avait, mais il y en avait très peu, puis souvent, il était plus réservé pour les équipes canadiennes. Fait qu'au niveau provincial, oui, j'ai eu mes coachs côté sport-études, tout ça, mais vraiment le côté entraînement à un plus haut niveau pour le slopestyle. J'étais un peu aussi mon propre coach avec mes amis, évidemment, puis on se craquait entre nous, là. Fait que tout ça a fait en sorte que ça m'a amené à à builder cette genre de rigueur-là, discipline-là pour les entraînements, puis développer ses tricks, perfectionner ce qu'on fait, les acrobaties, tout ça. Fait que, il a fini par avoir ce genre de circuit provincial-là, qu'on se promenait dans plusieurs montagnes au Québec. Puis essentiellement, à la fin de l'année, évidemment, il y a un cumulatif de tout ça. Puis c'est ça, je me trouve à avoir justement remporté là, à l'hiver 2014. À ce moment-là, je commençais à faire en même temps des compétitions de temps en temps de niveau plus canadien, mais quand ils étaient localement ici, à Surname, parce qu'à ce moment-là, je ne me déplaçais pas encore beaucoup. Fait que ça m'a vraiment encore craqué. Là. Dans ma tête, j'avais vraiment une visée de comme pousser cette carrière sportive-là encore plus loin. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que l'année d'après, fait qu'à l'hiver 2014-2015, j'étais allé faire un genre de camp d'entraînement au Colorado avec des amis. Puis finalement, là-bas, je me suis fracturé le fémur. Fait que ça a comme mis un terme, évidemment, à ma saison de compétition cette année-là. C'est quand même un bon rétablissement de se remettre de ce genre de blessure-là. Puis par la suite, j'ai continué à faire des compétitions, mais on dirait que je voulais plus repousser ça autant que je le faisais. Dans le sens que, tu sais, le sport évoluait vite, les tricks étaient de plus en plus gros, de plus en plus complexes. Puis je pense que j'avais un bon arsenal de tricks, mais quand on veut développer des nouvelles compétences, des nouveaux tricks, ça demande énormément d'entraînement puis aussi beaucoup de risques associés à ça. Fait que ça a fait en sorte que je me suis comme un peu calmé. J'avais mes acrobaties habituelles que j'étais habitué de faire, que j'aime encore en faire aujourd'hui, tu sais, pour le plaisir, tout ça. Mais arrêter de pousser la machine là, pour que ça soit encore plus extrême. Là. Ça a-tu été tough, la séparation de la compétition? Quand même, parce que, tu sais, quand t'es vraiment mindé à de pouvoir pousser ça plus loin, puis après ça, aspirer à des plus grosses compétitions, ou que ce soit les X-Games, des choses comme ça, tu sais, tout est possible, puis de faire mettre un break comme ça tout d'un coup, c'est sûr que sur le coup, c'est tough, là, tu sais, puis t'as le goût que ça continue, mais tu sais, mon accident est arrivé, en fait, un 31 décembre, là, fait que le jour de l'an, fait que clairement, le restant de l'hiver, c'était comme le premier hiver de ma vie que je skiais pas, là. J'étais comme, mon Dieu, c'est long, j'ai déjà hâte de pouvoir reskier, mais je m'étais donné l'objectif d'être capable de refaire du ski la même saison, là, fait que j'ai été capable de mettre mes skis, puis d'y aller mollo, mais de faire du ski au Mont-Saint-Anne fin avril. Là. C'est un genre de plus 8 semaines, mettons, de rétablissement? Ouais, ça va quand même assez bien, mais tu sais, c'est long en même temps pour revenir pleinement. Là. Fait qu'il y avait évidemment beaucoup de physio, beaucoup d'exercices, tout ça. Mais le fait que j'ai eu comme une tige à l'intérieur de l'os, donc intramédulaire, à place d'avoir un plâtre, mes muscles ont moins eu le temps de s'atrophier. Fait que j'ai pu plus rapidement comme revenir à la normale. C'est-tu de là est venue ta passion de l'ingénierie? En quelque sorte, oui, parce que tu sais, je me suis aussi toujours intéressé au corps humain, à la mécanique du corps, la manière qu'il bouge, tout ça. Puis, tu sais, je suis un gars qui aime
qui aime les projets, j'aime être créatif, inventer des trucs. Fait que, tu sais, au final, c'est un peu la combinaison de, évidemment, ma passion pour le ski, mais après ça, passion pour le génie, créer des affaires, puis passion pour l'entrepreneuriat qui a fait en sorte que ça a permis de démarrer une compagnie de ski. Là. Parce que j'ai lu dans un article, là, les 3 gars, vous êtes connus à l'université. Ouais. Puis les 3, vous êtes passionnés de ski. Ouais. Puis les 3, vous avez fait bien évidemment votre génie ensemble. Mais vous aviez tout fait de quoi par rapport au ski? Ouais, avant même de se connaître. Avant même de se connaître. Toi, t'avais fait quoi? Avec mon petit frère, on s'était fait un canon à neige là, pour faire du ski sur un rail en arrière dans le cours de mes parents. Félix, lui, de son côté, c'était un petit remont de pente pour faire du ski en arrière chez eux. Puis Étienne, s'était déjà fabriqué sa propre presse à ski là, qui était dans le garage à ses parents. Là. Fait que vous étiez vraiment des passionnés de ski. Ouais, des crinqués, des patenteux. Fait que, ouais. Puis là, tu as fait ton université, ton bac en génie à l'Université Laval. Ouais, fait que c'est vraiment là que je me trouve avoir rencontré les autres gars. Là. Fait que dans le fond, on est 3 fondateurs. On est Félix, Étienne et moi. Après ça, on a Paul aussi qui a rejoint l'entreprise. Donc, après ça, c'est cette équipe de 4-là, on est aussi les 4 fondateurs de Ferriol Technologies, qui est la deuxième compagnie qu'on a créée plus tard. Mais au début de ça, c'est ça. On est Félix, Étienne et moi, avoir démarré l'entreprise, Paul a joint, puis après ça, on a fait grossir cette entreprise-là. Vous l'avez lancé au niveau d'université. J'ai été dans des clubs entrepreneurs étudiants. Je connais un peu la machine entrepreneur étudiant. Est-ce que vous, c'est un projet d'entrepreneurship étudiant ou vous avez fait ça en dehors de l'école pour votre fun? C'était vraiment en dehors de l'école, pour notre fun. Puis on avait cette vision-là de réussir à relever ce défi-là, qui est de démarrer une compagnie de ski. Par contre, l'écosystème de l'Université Laval puis l'écosystème entrepreneurial, on a évidemment eu la chance d'en bénéficier beaucoup. Puis ça a quand même fait toute la différence, même si c'est un projet qui était à part. Fait à commencer par, on a eu le réflexe d'aller chez Entrepreneuriat U Laval, fait un incubateur de start-up. Donc, on a eu la chance de se faire coacher beaucoup, de se faire aider beaucoup, de se faire challenger beaucoup. Fait que ça a vraiment été super. Puis après ça, du côté cours, à l'université, dans la plupart des cours, souvent, on va avoir des projets de fin de session. Fait qu'on était souvent capable de convaincre les profs de tweaker le projet de session pour qu'ils puissent être utiles pour vrai dans la vraie vie pour les skis férioles. Fait que ce soit, par exemple, le cours de dynamique des vibrations, les projets de session, c'était sur des skis, en quelque sorte, puis des choses comme ça. Fait que on a pu rendre l'utile à l'agréable à plusieurs reprises, quand même. Wow! C'est le fun, ça. Ouais. Parce que, tu sais, déjà, vous payez pour être à l'école, puis là, vous pouvez vous avez convaincu des profs d'utiliser, de pousser votre business pendant que vous faites votre cours. Oui, exact, c'est ça. Ça vous permet aussi de mettre le théorique en pratique. Oui, puis on a réussi à faire ça autant du côté ingénierie que des fois dans les cours à option. Dans notre cas, on aimait ça prendre les cours à option plus entrepreneurial, choses comme ça. Dans les 2 cas, on a été capable de tweaker ça avec Ferriol. Ah, c'est nice. Vous avez lancé en 2019. Ouais. Donc maintenant, ça fait à peu près 6 ans que vous avez lancé les skis. Ouais. Puis vous avez commencé avec 1 paire, 2 paires. Comment vous avez lancé votre flagship? Ça a quand même été vite, mais dans le fond, si on se remet un peu en perspective en arrière, on se trouve avoir démarré l'entreprise à notre 2e année de bac. Mais la première année, on était en mode développement, tout ça. Mais ce qui a vraiment aidé, c'est qu'en amont de ça, dès le secondaire, assez jeune, je me suis mis à travailler dans un gros magasin de ski près du Mont-Saint-Anne qui s'appelle Ski Michel. Puis, assez jeune, je me suis aussi mis à avoir différents rôles puis des bonnes responsabilités pour mon âge. Donc, j'ai évidemment été comme vendeur, technicien pendant comme une dizaine d'années, mais en plus de ça, pendant quelques années, j'ai été aussi le gérant du département de ski. Puis, vers la fin, j'étais aussi l'acheteur principal pour le département de ski. Fait que la notion de comme, OK, je me fais donner un budget, puis à chaque année, je dois regarder ce que l'industrie du ski a à offrir l'année prochaine, puis faire les fits d'achat par rapport à ce que notre clientèle veut. Fait que tout ça m'a amené le côté... J'ai goûté au monde des affaires pour la première fois. J'étais bien coaché avec le propriétaire à ce niveau-là également. Fait que avec tout le know-how que je réalise que ce 10 ans d'expérience-là, là-bas, c'est comme une étude de marché qui a duré 10 ans. Après ça, quand est venu le temps de démarrer une entreprise de ski, avec les gars, j'étais comme,
on sait exactement quoi faire. Il y avait 2-3 angles morts assez clairs, assez bien définis, de comme je comprenais pas pourquoi les compagnies de ski ne voyaient pas ça. Fait que la première prémisse, c'était que les gens, ils voulaient des skis qui étaient beaucoup mieux, par exemple, adaptés au genre de conditions de neige et de montagne qu'on peut avoir ici, mais aussi ailleurs. Fait des conditions plus difficiles, que ce soit de la neige ventée, de la neige mouillée, des sous-bois serrés, de la glace. Fait que pas juste des conditions parfaites, autrement dit, vraiment des skis qui vont être très polyvalents, très agiles. Puis ça, c'est à cause de l'environnement au Québec? Oui, bien, tu sais, c'est des conditions qu'on retrouve partout. Puis je veux dire, même de la neige mouillée, il va en avoir aussi dans l'Ouest, il va en avoir à plein de places. Fait que au final, les gens voulaient cette agilité puis cette polyvalence-là pour avoir un niveau de confiance et de confort, même dans des conditions pas évidentes. Fait que ça, c'était vraiment de quoi qui venait du marché, qui parlait, autrement dit. Puis l'autre côté, c'était tout le côté environnemental de la chose. Là. À ce moment-là, si on retourne 6 ans en arrière, les compagnies de ski faisaient à peu près pas d'efforts là, pour réduire l'empreinte carbone de leurs produits, de leurs opérations. Fait qu'on a été un peu un pionnier dans l'industrie du ski durable. Là, maintenant, la majorité des compagnies de ski s'y intéressent. C'est une très grande chose, mais n'empêche que nous, c'est la combinaison de ces deux choses-là qui a fait en sorte qu'on a pu percer une industrie qui est compétitive comme elle du ski alpin. Fait que ça a fait en sorte que le côté développement a été quand même assez rapide parce que justement, avec tout ce know-how-là, on savait exactement qu'est-ce qu'on voulait atteindre comme feeling sur neige, comme performance, comme spec, tout ça. Fait que dans le garage des parents Étienne, parce que tout commence dans un garage. Ben là, tu sais, au final, on était comme, bon, ben, il faut fabriquer des skis, ça nous prend des machines. Fait que, elle commence, mettons, parenthèse, ça nous prend une CNC qui est une machine numérique qui, selon les modèles 3D, va venir découper les moules, les noyaux de bois, des choses comme ça. Puis, tu sais, t'es étudiant entrepreneur, fait que t'as pas vraiment d'argent, mais en même temps, t'as pas le choix d'avoir une machine comme ça, une CNC. Puis, on regardait sur Marketplace, puis c'était comme 25-30 000, de quoi qui faisait à peu près ish l'affaire, mais qui était usagé puis tout. Fait que Étienne, qui est notre gars super technique, ce qu'il a fait, il a entrepris de le designer, fabriquer puis programmer une machine lui-même. Ça a coûté 2-3 000 $. Puis c'est encore ça qu'on utilise aujourd'hui dans notre lab. Fait que c'est le genre d'innovation puis d'agilité que ça nous permet de faire qui est vraiment cool. Là. Fait que assez tôt, on s'est mis à faire des premiers prototypes dans le garage du parent Étienne. Puis après ça, en parallèle, on a tissé un lien d'affaires avec la seule grosse usine à ski au Canada est située à Rimouski. Okay. Fait que eux autres, ils ont pu par la suite faire une production d'un premier 30 paires. Un modèle, une grandeur. C'était le Pionnier 104 dans 180 cm. On a fait produire 30 paires. On les a eus le 19 décembre 2019. Puis on s'est dit, parfait, si on réussit à vendre ces 30 paires-là d'ici la fin de la saison d'hiver, fait que d'ici la fin avril, c'est un feu vert pour continuer l'aventure. Finalement, ça a pris un mois puis on était sold out. Fait que là, après ça, je me suis mis dans le design des autres grandeurs puis ça a commencé l'histoire de Feriol. Ça a été qui les testeurs des prototypes? Bien évidemment, l'équipe interne. C'est important. Donc, j'ai eu cette job ingrate-là de devoir tester des skis. Mais justement, avec mon réseau, l'écosystème de l'industrie du ski, j'avais quand même plusieurs personnes clés que j'aime toujours faire passer les skis par leurs pieds parce que je sais qu'ils sont capables de se dissocier de, oui, une question de préférence personnelle, mais de vraiment aller dans le détail de, OK, ce ski-là a tel comportement sur neige spécifique, de différent. Puis pour moi, je sais que je le prendrais peut-être plus comme ça, mais par contre, côté monsieur, madame, tout le monde, ça serait super bon. T'sais. Fait que ce genre de feedback-là qui sont utiles en termes de développement. Là. Parce que moi, je suis dans le monde de la TI. Ben, tester une application, tu peux la tester 24/7. Ouais. Tu ouvres ton ordinateur, tu payes sur Run, ça bug ou ça bug pas, tu le vois tout de suite. Mais pour tester des prototypes dans différentes conditions de neige, vous pouvez pas faire ça comme « Hey, aujourd'hui, on teste toutes les conditions de neige one shot. » Ouais. Fait que c'est un processus un peu plus long. C'est un peu plus long, c'est plus complexe. Il y a des vraies méthodologies plus objectives, plus scientifiques qui permettent de tester des versions de ski sur neige. Puis c'est des tests sur neige souvent on va dire, qui sont blindes. Là, fait des tests à l'aveugle, tu sais pas ce que tu testes. C'est une paire de skis noirs. Puis... C'est ça, les skis sont tous pareils, mais les constructions puis les rigidités sont différentes. Mais puis ça, faire des prototypes et les tester, c'est un peu l'approche que la plupart des grosses compagnies de ski dans le monde vont fonctionner en mode un peu SRR, fais des prototypes, tu testes, OK, on va faire une combinaison de ça, puis ils avancent de même, mais c'est un processus qui est quand même très long, qui est très coûteux aussi, puis tu es beaucoup pris avec la saisonnalité de l'hiver. C'est là, je pense, qu'on a un élément qui est très différenciateur chez Feriol par rapport à toutes les compagnies de ski dans le monde, c'est à quel point qu'on a réussi à se bâtir une expertise
assez unique en ingénierie du ski. De par, oui, notre parcours pendant notre bac en génie mécanique à l'Université Laval. Mais par la suite, je suis allé raffiner ces connaissances-là en faisant une maîtrise en génie mécanique. Une maîtrise que j'ai faite à l'Université de Sherbrooke qui était sur le comportement des skis alpins sur la neige. Assez unique, assez niché, mais pour faire ce qu'on veut faire, c'est vraiment super. Puis pendant ma maîtrise, j'ai aussi engagé dans le même lab Philippe qui était en train de terminer sa maîtrise en ingénierie du ski. Puis lui, c'était sur la vibration des skis. Fait que la combinaison de nos deux savoirs, c'est à peu près unique en Amérique du Nord. C'est pas en Europe aussi. Puis ça fait en sorte qu'on a vraiment une approche qui est très dans l'ingénierie, justement. Fait que c'est-à-dire qu'on va évidemment bâtir nos modèles 2D, 3D, tout ça. Mais après ça, on va faire nos prototypes virtuels. On va être beaucoup dans la prédiction. Fait qu'on va être capable de simuler un paquet d'affaires, de prédire les rigidités. Ça fait en sorte que, tu sais, nous, dans notre approche de développement, à sa formule la plus simple, on peut le séparer en 3 étapes. Fait que la première étape, c'est de dire, bon, ben c'est quoi que je veux que mon ski fasse sans neige? Ça, c'est super important. C'est directement lié au marché, au trend, tout ça. Fait que ça vient de guider, bon, ben voici le produit qu'on doit développer puis réussir à avoir comme feeling sur neige. La deuxième étape, c'est de dire, bon, ben si je veux ces feelings sur neige-là, voici toutes les propriétés physiques que j'ai besoin. Autant géométriques comme la cambrure, le side cut, le rayon, des choses, des rockers, des affaires comme ça, que mécanique. Fait que rigidité en flexion, rigidité en torsion. Puis le lien entre l'étape 1 et l'étape 2, c'est comme un peu la bête noire de toutes les compagnies de ski dans le monde. Puis ça, c'est notre force. Ma maîtrise, c'était exactement ça. Puis là, après ça, quand l'étape 2 est faite, ben, l'étape 3, c'est de dire, bon, ben, c'est quoi toute la sélection des matériaux que je dois faire qui va me donner les propriétés physiques que je veux, qui, après ça, va me donner les feelings sur neige que je veux. Fait que le lien entre l'étape 2 et l'étape 3, c'est un paquet de calculs d'ingénierie sur les composites, les laminés composites qui vont nous permettre, après ça, de faire des prédictions puis la sélection des matériaux. Fait qu'on n'arrive pas en disant, hey, on fait un ski qui a un noyau en érable dedans puis 2 feuilles de carbone. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On a vraiment une démarche qui va nous amener vers là. Est-ce que ça vous rend plus efficace en termes de... Vous n'avez pas à faire 200 prototypes parce que vous en faites 20 parce que vous avez déjà fait une meilleure présélection? Là. Vraiment. Ça permet vraiment d'être plus vite, de diminuer les coûts, puis ça fait en sorte qu'on sait vraiment ce qu'on fait. Souvent, je dirais que dès le premier prototype, on a atteint de 75 à 80 ce qu'on voulait. Fait qu'après ça, ça va vraiment vite, puis on a tous les équipements puis les machines qui nous permettent de faire des tests. Fait que on design. Avant même de fabriquer le prototype, on va, avec le prototype numérique, on va y faire des simulations. Fait qu'on va regarder, OK, ben comment le ski va se déformer pour différents angles de mise à cœur pour un modèle numérique de neige dure. On peut faire ça? On peut faire ça. Comment le ski va se déformer comme une banane, par exemple, quand je le mets dans un modèle numérique de neige poudreuse. Fait qu'on peut venir optimiser des rockers, des rigidités, des choses comme ça. Après ça, dans un ski, au final, peu importe ce qu'on change comme propriété, on va venir influencer une chose dans l'interaction ski-neige, qui est la distribution de pression. Fait que là, on est capable, nous, de simuler la distribution de pression pour différents angles de mise à cœur, puis venir optimiser un paquet de trucs. Là, après ça, quand c'est fait, on est capable de pousser ça encore plus loin pour ne pas avoir de mauvaises surprises puis de recommencer plein d'affaires. On est capable de dire, bon, ben, dans mon ski, sur toute la longueur, mon point faible il est ici, puis je suis capable après ça d'aller dire c'est quelle couche qui va briser en premier. Fait que là, on est capable de se poser la question après, c'est-tu assez ou c'est pas assez? Si c'est assez, go, on part en fabrication du prototype. Sinon, ben, on revoit le design. Fait qu'il y a plein de trucs qui sont faits en amont avant même de fabriquer le premier prototype. On fabrique le premier proto. Puis après ça, là, on a des machines qui permettent de tout mesurer, tout ce qui est propriété physique. Là, on s'assure que ce qu'on a fabriqué reflète la réalité de ce qu'on voulait designer, que les rigidités qu'on a atteintes puis qu'on mesure, c'est ce qu'on avait prédit, etc. Puis là, après ça, on peut tomber en mode test sur neige. Sick. Ouais. Sick. Puis, votre aluminium, elle rentre où dans le ski sans aller dans le secret d'entreprise? Hein? Oui. Ben en fait, tu sais, souvent, les gens vont... Quand ils vont parler surtout dans les skis de carving ou dans les skis plus charger, mais ils vont dire, dans mon ski... pas en français, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas le ski comme moi. Oui, bien souvent, tu sais, quand quelqu'un va dire, dans mon ski, j'ai une feuille de métal ou j'ai 2 feuilles de métal, on entend ça souvent dans le jargon. Ben les gens, quand ils disent ça, ils font référence à une couche qui, en ce moment, dans le marché, s'appelle le titanal, qui est un nom commercial d'aluminium. Puis cet aluminium-là, ça fait 40 ans que c'est le seul aluminium qui est assez bon pour être utilisé dans des skis. Fait qu'il y avait comme un monopole côté approvisionnement, tout ça, avec cet aluminium-là qui est fabriqué en Autriche. Fait que
souvent, on va venir mettre des segments de feuilles, des feuilles minces ou des feuilles complètes ou 2 feuilles complètes à travers la construction de ton ski. Parce qu'un ski, il faut se rappeler, c'est comme une sandwich de 7 à 10 couches. Fait que dépendamment de ce qu'on veut atteindre, on peut avoir 1 ou 2 couches qui peut être de l'aluminium mince. Fait que quand je dis mince, ça va varier entre 0,4 et 1 mm d'épaisseur, mettons. OK, c'est vraiment mince. Oui. Puis la raison pourquoi on va mettre ça, c'est que ça permet de venir un peu booster la rigidité en torsion du ski qui est très liée, elle, à l'accroche du ski sur la neige et aussi avoir un côté plus dynamique, énergique qu'on peut souvent relier, par exemple, au pop ou la relance en fin de virage. Fait que c'est des caractéristiques qu'on peut seulement obtenir dans les skis avec ça. Mais vu qu'il y avait plein de défis reliés à son utilisation puis à son approvisionnement, c'est un peu ça qui nous a amené sur la route de pourquoi qu'on pourrait peut-être pas développer notre propre alliage d'aluminium pour faire ça. Puis là, après ça, tu te coupes un fournisseur qui pourrait être difficile à avoir ou aussi la rareté du produit, ben vous le faites chez vous. Puis oui, puis encore là, on avait la chance, avec la démarche d'ingénierie que je viens d'expliquer, de savoir qu'est-ce qu'on voulait, puis pourquoi qu'est-ce qu'on voulait atteindre comme propriété, tout ça. Parce que, tu sais, il y avait aussi un seul benchmark qui était ça, fait qu'on savait qu'on voulait faire mieux sur telle affaire, notamment au côté de la résistance, côté collage aussi, côté environnemental, fait que c'est toutes des choses qui sont prises en compte. Puis résistance, est-ce que c'est dans le terme choc ou dans le terme longévité du ski? Quand on va parler de résistance, c'est vraiment comme si on s'imagine une feuille d'aluminium. Mettons, la difficulté à plier la feuille, c'est la rigidité. Quand on va parler de son poids, ça a plus rapport à la densité. Mais quand on parle de la résistance, c'est que, mettons, ma feuille, j'appuie. Si elle est plus résistante, je vais pouvoir la plier encore plus avant qu'elle se déforme de manière permanente. Donc, qu'elle reste pliée. Elle va revenir à sa shape. Fait que c'est un peu ça l'idée de résistance. Donc, ça fait en sorte que si tu es plus résistant, tu peux mettre moins de matière. Donc, c'est comme ça que tu vas créer un allègement par la suite ou des upgrades de performance. Puis en ski alpin, je sais qu'en ski de fond, en vélo, en course à pied, le poids est ultra important pour l'économie, l'efficacité du VO2 max, puis efficacité musculaire, qu'on pourrait dire. D'un point de vue de ski alpin, le poids, c'est-tu quand même important? C'est très important. Ça va dans les 2 directions en plus. Fait que c'est là où il y a toute une approche qui n'est pas évidente non plus quand vient le temps de concevoir ce genre de ski-là, parce que souvent, mettons dans tous les skis typiques de descente, là, que ce soit des skis de piste, de carving, souvent, plus ton ski va être lourd, plus que tu vas avoir une certaine stabilité. Ça vient toucher plein de métriques de performance liées à ton ski, de sensations. C'est là que le monde pourrait dire c'est facile à skier, par exemple? Dans certaines descriptions de ce qu'on peut dire comme la facilité, la manœuvrabilité, ça peut venir en ligne de compte aussi. Okay. Mais par contre, quand on venait parler de touring, de randonnée alpine, tu veux être souvent plus léger. Fait que c'est là où parce que touring, tu montes la montagne. C'est ça. On monte. C'est comme si on montait en ski de fond, mais on descend en ski alpin en quelque sorte. Puis moi, j'ai toujours dit, désigner des skis qui vont bien, mais qui sont lourds, c'est relativement facile. Ça se fait bien. Par contre, désigner des skis qui sont légers, mais qui vont aussi bien en descente, ça, c'est vraiment tough. Puis je pense que c'est là qu'on a réussi à bien se positionner avec Feriol, dans le sens que, si on s'entend, on n'est pas dans les skis ultra light. On n'est pas dans le ultra léger. Par contre, par rapport à ce genre de ski-là, on est plus léger, puis malgré tout, ils vont franchement bien sur la piste puis sur la neige. Puis votre premier modèle, c'était-tu un modèle de all mountain ou c'était plus un modèle de hors-piste? C'était plus un modèle de hors-piste, justement. Puis c'est suite à ça qu'on en est venu à diversifier nos différents modèles pour aller parler à différents personas de skieurs. Là. Fait que aujourd'hui, tu vois, on est rendu avec 6 différents modèles. On vient de faire le lancement d'un nouveau modèle de piste. Fait que notre premier modèle de carving, justement. Fait que on a un ski de piste, qui a 74 au patin. On a un ski plus tout-terrain qui est 86. On a 2 skis un peu plus free-ride, randonnée alpine qui sont un 96 au patin, un 104 au patin. Puis on a un ski plus poudreuse qui est 112. Puis sinon, on a aussi dans notre line-up un twin tip plus free ski de 92 au patin parce que c'est mon background. Là, fait ça, c'est un ski qu'au début, j'avais designé un peu pour mes propres besoins à moi. Puis que tant qu'il y en a avoir designé un, à chaque année, on en produit quelques-uns là, en mode un petit peu plus limité. Mais les gens l'adorent bien, ce ski-là. Fait que c'est le fun. Puis c'est pour qui ces skis-là?
Fait que ça va vraiment s'adresser à des... j'ai envie de dire à monsieur, madame, tout le monde d'abord. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des skis qui vont à la fois fitter le skieur expert qui skie 100 fois par année, qui recherche vraiment un bon niveau de performance et de détail que ou les skieurs, skieuses intermédiaires. Pourquoi? Parce que on a des skis de performance que dans le sens que quand on pousse la machine au max, on met le plus d'énergie possible sur les skis. Ils vont tenir, ils vont en prendre puis ils vont en redonner aux skieurs. Fait que ils sont stables, ils sont précis. Fait que c'est toutes des qualités que le skieur avancé expert recherche. Par contre, on a tellement réussi à les rendre faciles à rider que ça fait en sorte que même les skieurs, les skieuses intermédiaires vont avoir beaucoup de plaisir à rider nos skis. Puis ça, c'est intéressant parce que ça fait en sorte qu'après ça, au fur et à mesure que les compétences de ces gens-là augmentent, bien, ils vont juste découvrir des nouveaux feelings avec leur ski puis ils n'auront pas l'impression de devoir changer de ski. Fait que c'est pour ça qu'on est capable... Le même ski, autrement dit, peut faire à la fois le skieur intermédiaire que le skieur expert. Fait que le skieur intermédiaire, souvent, va skier un peu plus en laissant chasser le talon, en poussant la neige, tandis que le skieur expert va être plus cœur à cœur, très agressif. Bien, les deux façons de rider le ski fonctionnent. Ça, c'est quand même assez rare. Sick. Vraiment. Puis, je savais pas que... Ben, je savais pas. Au niveau... Quand on s'améliore, moi, ça a été souvent avec la technologie ou avec la course à pied, on prend des petits souliers, puis à un moment donné, plus qu'on développe, ben, on change. Puis là, au niveau des skis, tu peux te perdre tellement facilement. Là. Ouais. Puis, mettons, là, quelqu'un qui est à Stoneham, qui fait de la montagne, ça serait quel paire chez Feriol? Expo 86, probablement, parce que c'est un ski que tu n'as même pas besoin de te casser la tête, c'est sur quoi les conditions. Tu sais que ça va marcher. Puis c'est un peu ça l'essence, d'ailleurs, de philosophie de design qui est derrière tous nos modèles. On les a tellement rendus polyvalents que même si tu sors de leur zone de confort, tu n'as pas l'impression tant que ça d'avoir le mauvais ski dans les pieds. Ça va marcher. Fait que dans un contexte de faire un voyage de ski ailleurs, tu veux une paire de ski, mais pas avoir à te casser la tête ces conditions, ça marche vraiment bien. Fait que ça, c'est vraiment super cool. Fait que c'est tous des éléments qui ont été faits en optimisant riche en flexion, riche en torsion. Ils ont toute cette signature-là d'avoir des rayons de virage très courts pour la largeur. Fait que c'est des skis qui, le quart à quart, il est vite, il est super facile. Les skis pivotent facilement. Puis on a l'impression de rider un ski qui est plus étroit qu'il est en réalité. Fait que, par exemple, le 96 au patin, on a l'impression de rider un 90. Puis le 86, on a l'impression de rider un 80. Dans le sens que les skis sont super agiles, super manœuvrables. Fait que ça donne confiance, contrôle aux skieurs. Puis de la polyvalence en même temps. Puis la personne qui va monter le massif de Charlevoix, qui va faire de la randonnée, il pourrait aussi avoir l'Expo 86, l'Expo 93 comme le pionnier et le surfer. Mais mettons, le meilleur exemple que je pourrais donner, si on prend l'Expo 96, qui est notre ski le plus polyvalent, toutes conditions confondues. Okay. Bien, j'ai un bon pourcentage de clients qui vont prendre ce ski-là puis ils vont mettre des petites fixations de touring ultra light dessus. Fait qu'ils se font un kit super light avec ça, avec les petites bottes, puis que tout est optimisé pour monter vite. Puis au contraire, à l'autre extrême, je vais avoir des gens qui vont mettre la plus grosse fixation alpin seulement, comme des pivots 14 dessus, qui est un modèle bien spécifique, mais c'est une fixe qui est très lourde, mais qui est très, très, très performante. Puis ça, c'est comme les deux spectres de comme qu'est-ce qu'on peut mettre sur un ski, mais les deux fonctionnent. Puis évidemment, bien, tout ce qu'il y a in between. Fait qu'à la fois, les fixations plus hybrides qui ont un mix entre la randonnée alpine puis le alpin ou juste du alpin ou juste du touring, mais plus lourd. Fait que, tu sais, on peut vraiment avoir une grosse variété sur ce qu'on peut mettre. Là. Puis s'il y a des personnes, des auditeurs qui ont des questions spécifiques, c'est ski, où qui peuvent aller trouver l'info? Bien là, c'est vraiment super parce qu'on commence à avoir vraiment plusieurs points de vente, bien évidemment partout au Québec, mais partout au Canada. Fait que c'est sûr que c'est un des bons réflexes d'aller voir nos détaillants parce qu'ils reçoivent des formations vraiment poussées, ils connaissent le stock par cœur, il y a un service incroyable. Mais sinon, on a aussi notre site web transactionnel sur lequel il est possible d'avoir un paquet d'informations, que ce soit technique ou autre. Puis on a aussi une bonne équipe là, qui permet de répondre aux questions que les gens ont. Là. Fait qu'on essaie d'être disponible sur les différentes plateformes, que ce soit par appel, par courriel, sur le chatbot, sur Messenger, sur Instagram. On est présent un petit peu partout. Fait qu'il y a plein de manières de nous rejoindre puis de parler avec une vraie personne chez Feriol rapidement. Puis là, l'année passée, tu as fait des missions commerciales. Ouais. L'autre bord de l'océan. Ouais. Fait que si jamais il y a des Français qui nous écoutent, je pense que c'est 1% dans les stats. Là. Mais vous êtes rendu en France?
On est enfin rendu en France, puis c'est drôle parce que c'est tout frais là, que la première palette de ski destinée à l'exportation vient de partir. Là. Fait que, elle doit être quasiment rendue dans le bateau au moment où on se parle, là, mais en gros, dès cet automne, là, fin octobre, début novembre, là, les skis Ferriol vont officiellement être disponibles là, dans les murs des magasins en France. Là. Fait que c'est quand même un gros jalon important qu'on a franchi. On est vraiment super fiers de ça parce que je veux pas, en seulement 6 ans, il y a eu un beau parcours parce qu'évidemment, au début, on vendait à Québec. Après ça, on vendait au Québec. Puis après ça, on a commencé à vendre dans l'Ouest canadien. Fait qu'on a développé le marché de l'Alberta, du BC. Puis après ça, on a commencé à faire un peu de développement des affaires, mettons, aux US, puis en France. Fait que là, tout ça a fait en sorte que, en fait, depuis quelques mois, on sait qu'on est devenu la plus grosse compagnie de ski canadienne. Fait qu'un jalon super important. Puis là, avec l'exportation vers la France qui s'en vient, plus les autres trucs dans le pipeline, il y a une belle croissance en vue quand même. Là. En France, es-tu disponible partout ou principalement dans le sud, proche des Alpes? Il va y avoir quand même quelques magasins un petit peu partout, là, dont la grande chaîne Au Vieux Campeur, qui est une des chaînes vraiment spécialisées dans les équipements de ski haut de gamme. Là. Fait que ce soit à Lyon, évidemment, Grenoble, Salanches, à Paris, à Toulouse, ça va être possible, entre autres, de trouver des skis Ferriol. Y a-tu... dans le pipeline des années futures, se croiser les doigts pour les Olympiques? Absolument. Absolument. Justement, on essaie de mettre notre expertise unique en ingénierie du ski à disposition des équipes canadiennes là, de ski, là, à commencer par justement tout ce qui est ski acrobatique, si on veut. Là. Fait qu'on a des choses vraiment intéressantes qui vont s'en venir pour nos athlètes canadiens avec ça. Fait que ça, c'est vraiment craquant. Puis encore là, on est en mode que on est en discussion avec tous ces gens-là, que ce soit athlètes olympiens ou coach. On sait c'est quoi les enjeux parce qu'ils nous le disent. On sait c'est quoi leur ski drive. On sait c'est quoi leurs besoins. Fait que nous, on est en mesure de traduire ça en spec, puis en fabriquer, puis des protos, avoir leur feedback, puis éventuellement mettre ça en prod. C'est là que votre valeur ajoutée en tant qu'entreprise apparaît, là. Oui, c'est ça. Puis même que ça dépasse même les frontières de Ferriol, je dirais, parce que, en fait, c'est peut-être pas clair, mais dans le fond, nous, chez Ferriol, on a notre propre lab d'innovation. Fait que nous, notre siège social, notre bureau sont à Québec. Près du Mont-Saint-Anne, on a une place d'affaires qui est notre lab d'innovation, puis c'est là qu'on fait tout notre développement puis notre ingénierie. Puis ça, c'est extrêmement rare qu'une petite ou une moyenne compagnie de ski a un lab d'innovation comme ça puis fait ses propres trucs. Parce que d'habitude, tout ça va être sous-traité à l'usine qui va réellement fabriquer les skis de production à grand volume. Fait que nous, on a la chance puis l'expertise de tout pouvoir faire ça à l'interne. Puis c'est justement après ça que les skis de production vont être faits dans l'usine de ski qui est à Rimouski. Parce qu'eux, là-bas, ils n'ont pas leur propre marque de ski à eux autres, mais ils fabriquent déjà pour plusieurs belles marques nord-américaines, beaucoup aux États-Unis. Fait que ça, c'est quand même vraiment super. Fait qu'ils sont capables d'appliquer à la lettre avec un super haut niveau de qualité nos requis d'ingénierie. Fait que dans ce lab-là, c'est ce qui nous permet d'être super efficace, de tester un paquet d'affaires, mais on s'entend des fois, dépendamment de l'année puis des cycles de développement, on a aussi des trous où on peut faire d'autres choses. Puis cette expertise-là, c'est faite savoir dans l'industrie du ski, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe. Puis plus ça va, plus on a des contrats d'ingénierie du ski ou de prototypage pour d'autres marques. OK. Fait qu'évidemment, je peux pas les nommer, mais il y a une de ces marques-là qui est en fait, qu'on a développé pour eux un produit qui a déjà gagné une Coupe du Monde l'année passée. Fait que ça a des belles visées. Puis on s'est fait dire par ce client-là, donc cette compagnie-là, qu'on a développé en quelques mois ce que normalement ça aurait pris des années à développer. Fait que ça, nous, on peut aussi le faire, que ce soit pour nous, c'est un projet de ski de boss là, qui commence à être de plus en plus public. Mais on a aussi cette expertise-là qu'on peut utiliser pour d'autres compagnies. Là. J'en ai à chair de poule, honnêtement, parce que j'aime ça souvent dire le petit Québec, là. Parce qu'on est 8 millions de personnes. À Québec, on est 400 000, ça arrive nord, 300 000 si on compte Lévis. Puis on a été, vous, pas on, là, pas moi, là, vous autres, les quatre gars, de développer une expertise. Puis ce que je voulais dire, c'est bien beau avoir le cash, puis toutes les machines, puis l'usine de développement, puis des innovations. Mais si vous n'avez pas l'expertise, avoir des machines, moi, arriver en arrière d'une CNC, juste une CNC, je ne sais même pas comment opérer ça. Fait qu'il faut avoir le brain ici, puis ça, vous l'avez appris à l'école, puis avec les essais-erreurs, j'imagine.
Oui, ben, il y a beaucoup de ça. Puis après ça, ben, que ce soit du côté technique ou juste dans le monde des affaires, on a aussi un paquet de personnes qui peuvent nous aider. Là, mettons, en sport, avoir des bons coachs, c'est super important. Ben, en affaires aussi, avoir des bons coachs et des bons mentors, c'est super important. Puis je pense qu'on a la chance d'en avoir plusieurs, autant personnels que d'équipe, si on veut. Puis j'ai envie de dire par différents sujets. Fait que dépendamment des défis qui se présentent à nous, on peut faire 1 800 à telle personne, puis on peut se faire aider là-dessus. Là. Fait que ça me permet d'aller plus vite, plus efficacement. Là. Un 800 comptabilité ou un 800 ingénierie. Là. Oui, c'est ça, exact. Mais si tu avais un conseil à donner à un sportif qui est sur la fin de sa carrière, qui souhaite se lancer en affaires dans son domaine du sport, as-tu un conseil ou quelque chose à lui dire? De bien s'entourer puis de se lancer. Parce que justement, moi, je me serais jamais lancé tout seul. Parce que, tu sais, faut pas se cacher, c'est des hauts et des bas. Puis il faut serrer les coudes puis être en mode solution. Puis bien s'entourer de l'écosystème entrepreneurial. Comme je disais tantôt avec Entrepreneuriat Laval, la Ville de Québec a super de bonnes ressources ou le réseau des affaires en général qui est vraiment exceptionnel quand vient le temps de nous aider. Il y a aussi que ce soit via des bourses entrepreneuriales ou des subventions de l'accès à du capital pour te permettre de donner un coup de pouce financier pour démarrer puis faire des projets. Mais de mon point de vue, le background de sportif en compétition, c'est un profil de personnes qui marche vraiment bien en affaires. Parce que c'est des gens qui ont le couteau dans les dents, qui ont des objectifs et qui les atteignent, qui ont une rigueur puis une persévérance de faire leur truc, même si c'est difficile, jusqu'au temps qu'ils atteignent leur move. Puis ça, ben, c'est pas donné à tout le monde, mais je pense que les athlètes sportifs ont ça. Puis quand tu appliques ça dans un contexte d'affaires, ça fonctionne. Même Félix, lui, a fait le championnat du monde de vélo de route, puis toute la patente. Là, ça fait une belle différence, je trouve. Oui. Mais est-ce que tu trouves, t'emmener à une preuve, là, qu'avoir l'expertise d'avoir skié, ben c'est sûr que ça t'aide à tester des skis. Ah, ben oui. Il n'y a pas juste le côté personnalité puis persévérance puis relever des défis puis des fois tu as une blessure puis pendant 8 mois ça va mal. Ben, en affaires, tu viens de perdre un client, ça se peut que pendant 8 mois ça aille mal. Ouais. Donc après ça, il y a toute l'expertise. Moi, tester un gun, tester des skis de fond, je sais comment ça réagit. J'en ai skié un puis un autre. Le même principe, mais je me suis pas lancé dans la fabrication d'armes à feu non plus. Mais en ski de fond, c'est spécial au niveau du développement. Moi, personnellement, je trouve qu'au courant des dernières années, en ski de fond, il n'y a pas eu d'innovation. Le marché est quand même très limité par 4 gros noms. J'en prends bonne note. Je pense que la dernière grosse innovation en ski de fond, ça a été ces fixations de bottes. OK. C'est Matchus, qui est une compagnie norvégienne, qu'eux, ils sont tous différents des autres. Comme Matchus, là, prend un ski de base. Rossignol, Fisher, Salomon, Atomic se ressemblent quand même. Si jamais il y a des reps qui veulent venir m'en parler, venez-vous-en. Mais Matchus sont juste complètement différents des autres. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ils se sont inspirés des lames de patinage de vitesse longue piste. OK. Et courte piste. Donc, en ski de fond, principalement, tu as un point d'appui. L'ancrage de la fixation est seulement en dessous des orteils. Donc, vraiment en avant de la botte. Ouais. Matchus, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus la mettre le gros os. Je ne suis pas médecin, là, mais le gros os en dessous du gros orteil. OK. Donc, il recule. Donc, ça permet d'avoir un petit peu plus de puissance, un peu plus de mobilité sur la fixation. Ben c'est là aussi que c'est intéressant, des fois, justement, d'ouvrir ses horizons, prendre un pas de recul, puis de ne pas s'en tenir à faire quelque chose qui est du pareil au même, mais d'explorer des terrains un petit peu inconnus. Là. Puis c'est ça qui va générer de l'innovation au final. Là. C'est sûr, il y a beaucoup de concepts de similaires entre le ski de fond et le ski alpin, là, en partant avec la distribution de pression, qui est un concept qu'on maîtrise vraiment de plus en plus. Là. Par contre, j'ai pas le niveau de connaissance en ski de fond qu'en ski alpin, mais n'empêche qu'il y a beaucoup de principes qui... Parce que Fisher, eux, ils ont des trous au bout de la spatule. Rossignol est plus mince et plus basse, mais c'est les mêmes affaires depuis longtemps. Là. Puis
comment, je sais pas si en ski alpin, vous l'avez, là, puis là, t'es pas mal mieux placé que moi pour répondre à la question, mais est-ce que quand il y a des innovations dans des skis alpins, c'est percevable à l'œil par le client? En magasin, il arrive, ça c'est le modèle l'année passée, ça c'est le modèle l'année d'avant, puis ça c'est le modèle de cette année. Est-ce que visuellement, tu peux voir la différence? Ben, je veux dire, ça dépend. C'est sûr, quand c'est d'ordre géométrique, c'est beaucoup plus facile de voir à l'œil nu quand quelque chose. Mais en même temps, d'un côté mécanique, ça peut arriver de voir de quoi de visuellement, mais sinon, ça va être plus lors de l'utilisation qu'on va être vraiment capable de voir une différence. Puis, après ça, d'un point de vue... mettons un bon exemple, c'est justement le scallium, qui est notre alliage d'aluminium qu'on a développé. Dans le fond, pour la petite histoire, on l'a développé initialement pour nos propres besoins. On a tellement atteint les propriétés boostées et capotées qu'il y a un modèle d'affaires qui s'est dessiné autour de cet aluminium-là. Puis c'est pour ça qu'on a créé une deuxième compagnie qui est Ferret Technologies. Fait qu'on a Ferret Ski qui est le business model des skis, puis Ferret Technologies qui est pour le scallium avec l'aluminium. Puis ce qui est arrivé, c'est que nous, en parallèle, le développement, on continue. Puis après ça, à un moment donné, l'industrie de l'aluminium nous arrive, nous dit, écoutez les gars, je sais pas si vous en êtes conscients, là, mais nous, on pense que vous venez legit de développer puis de breveter l'alliage d'aluminium le plus résistant au monde. Tout domaine confondu, on n'a jamais vu ça. Puis de pas mal en plus. On est comme, oh, OK, shit. Puis mettons, pour donner une idée, par rapport à des aluminiums fancy, typiques, utilisés en aéronautique, aérospatiale, qui est souvent d'aluminium de série 7000 qu'on appelle, on est capable d'aller jusqu'à pas 1, 2 ou 3 % plus résistant, mais jusqu'à 45 % plus résistant. C'est majeur comme gain. C'est vraiment beaucoup. Fait qu'on a développé cet aluminium-là. Fait qu'au final, en faisant aller nos contacts, on a réalisé que les plus grosses compagnies de ski au monde étaient évidemment super intéressées à avoir notre aluminium, surtout que ça faisait plus de 40 ans qu'il n'y avait pas eu d'innovation à ce niveau-là, puis qu'il y avait plein d'enjeux liés à l'approvisionnement, propriété mécanique, collage. Puis là, ça va se faire en différentes étapes, mais après ça, quand à un moment donné, on va avoir accès, je sais pas, à notre version d'aluminium la plus résistante, parce qu'on va avoir différentes versions, ça permet d'élargir l'horizon de design des skis. Fait que, où il y avait des frontières avant qui étaient dessinées par la limite des matériaux, tout d'un coup, ne sont plus là. Fait que tu peux aller explorer des tout nouveaux designs puis des façons de faire. Fait que, ça, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va nous amener, là. Mais c'est sûr que c'est vraiment trippant puis motivant. Là. Tu parlais de mission commerciale tantôt, mais on a fait aussi plusieurs pour faire la technologie. Là, puis, en fait, c'est dommage, ils sont tous dans les Alpes. Fait qu'il faut se déplacer dans les Alpes. C'est plate, ça. Mais... mettons les 10-12 plus gros joueurs de ski au monde, on est capable de les faire en un road trip d'une semaine ou de 10 jours, mettons. Là. Fait que de Allemagne, Slovénie, Autriche, Suisse, puis la France. Fait qu'on parle avec les chefs d'innovation de toutes les compagnies, puis on parle de comment ils vont intégrer le scallium, puis faire les différentes étapes de recherche et développement, puis des tests sur neige, puis ces choses-là. Fait que tout se déroule super bien jusqu'à présent. Là, vous avez inventé ce nouvel alliage-là au Mont-Saint-Anne à Québec. Là. Oui, beaucoup à Québec, puis après ça, avec notre réseau d'affaires liées à l'aluminium aussi, là, mais c'est tout nous qui ça vient tout de là, autrement dit, ouais. Dans le fond, vous envoyez la recette, puis ces personnes-là pouvaient vous aider à... Autrement dit, c'est que, avec différents partenaires, que ce soit Rio Tinto, le CQRDA, qui est un centre de recherche en aluminium, puis après ça, avec le CMQ, qui est le Centre de métallurgie du Québec, qui est basé à Trois-Rivières. C'est eux qui ont les installations métallurgiques, on a travaillé les recettes, puis les procédés avec eux. C'est ça, on a la chance au Québec d'avoir un bel écosystème d'aluminium. Fait qu'on a appris à le connaître, on a fait plein d'événements pour aller à la rencontre de ces gens-là, parler de nos projets, puis de mettre ça en branle pour que ça puisse fonctionner. Là. C'est débile. C'est débile. Fait que là, ce qui est cool, c'est que, évidemment, avec un aluminium autant résistant, là, je parle des skis que, toutes les grosses compagnies de skis sont en train de faire les démarches pour l'intégrer dans leur propre ski, puis ça se déroule super bien. Mais après ça, des applications autres, il y en a plein. Là. Fait que ce soit dans les autres équipements sportifs. Fait que, en gros, partout où tu as un produit qui subit beaucoup de contraintes mécaniques, mais tu veux réduire le poids, le scallium a sa place. Parce que, justement, je l'ai dit tantôt, si tu veux réduire le poids de quelque chose, il faut que tu mettes moins de matière. Si tu veux mettre moins de matière, il faut que ta matière qui reste soit plus résistante. Mais ce principe-là, après ça s'applique aussi en aérospatial, en aéronautique. Fait que notre développement des affaires est déjà quand même super bien activé dans tous ces domaines-là aussi. Fait que, on est dans un horizon de 0-3 ans. On est beaucoup dans ski, équipement sportif, spatial, plus 5 ans, puis 10-15 ans aéronautique. Là, c'est un timeline qui est fait selon les barrières à l'entrée parce que tu as beaucoup de normes puis beaucoup de certifications. Mais il y a des projets pilotes qui commencent à se tramer, puis il y a
y a des compagnies qui attendent juste qu'on leur envoie des échantillons pour faire des tests pour leur satellite ou leur launcher ou genre leur whatever truc d'avion. Fait que c'est vraiment motivant ça aussi. D'autant plus que si on revient à la base même de comme nos valeurs d'entreprise, on a beaucoup tout ce qui est environnement puis tout. Puis de savoir qu'on peut potentiellement contribuer à décarboner des grosses industries. Oui, mettons l'industrie du ski, mais des industries comme l'aviation, c'est franchement motivant parce que si tu réduis le poids d'un avion de quelques tonnes, par exemple, je dis n'importe quoi, ben Sauf en kérosène. ben c'est ça. Puis c'est des émissions de CO2 drastiques que tu viens sauver. Là. Fait que c'est pas parfait, mais on contribue quand même significativement à tout ça. Fait que ça, c'est quand même assez motivant. Là. On va-tu pouvoir avoir des valises de 55 livres au lieu de 45? Puis avoir des poches de ski gratuites peut-être dans l'avion. Mais non, c'est vraiment intéressant. Puis pour vous démarquer initialement, comme que j'avais mentionné, tu peux pas vraiment voir. Puis là, tu avais dit, sauf si c'est géométrique. Ouais. Mais vos premiers clients, puis aujourd'hui, comment vous faites pour faire connaître la marque? Oui. Bien, au début, ça a beaucoup passé par des gens qui connaissaient quand même le ski, qui étaient capables de voir en un clin d'œil que les skis étaient différents. Puis justement, de quoi qui est commun à tous nos skis, qui est différenciateur en même temps, je l'ai dit tantôt, c'est le rayon de courbure qui est court pour la largeur. Fait que là, pour ceux que vous êtes visuels, il y a des skis juste à côté de lui. C'est quoi le rayon? Fait que le rayon, c'est si on se met avec un angle de mise à quart, c'est quoi en mètres le rayon que ça va faire en virage. Puis, par exemple, je donne un ordre de grandeur. Si je prends mon Pionnier 104, donc 104 mm de large sous le pied, en 180 cm de long, bien, typiquement, on va être dans le coin de 19 mètres de rayon, 20 mètres de rayon pour ce genre de largeur-là, ce genre de longueur-là. Bien, nous, il est à 16 mètres. C'est un ski, justement, qui va être beaucoup plus quick. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut voir visuellement. OK, le ski, on voit qu'il va virer plus court, puis des choses comme ça. Après ça, les rockers, fait que l'élévation des spatules avant-arrière, c'est des choses qui peuvent se voir aussi. Après ça, ben, la personne arrive dans le magasin, typiquement, va prendre le ski, va constater, hey, je m'attendais à ce qu'il soit plus lourd. Finalement, il est quand même light. Puis après ça, va se mettre à flexer le ski dans le magasin, puis il se fait déjà sa propre opinion. Fait que c'est sûr, ça a commencé avec des gens qui connaissaient un peu plus le ski. Mais de fil en aiguille, ce qui nous a vraiment fait connaître aussi, c'est le bouche à oreille et les essais sur neige. Parce que, on réalise quand on fait des démos, fait qu'on se pointe dans des montagnes pour que les gens essayent nos skis, mais on réalise que bien souvent, ça se convertit en vente parce que les gens ils ont un coup de cœur. Puis ils ne comprennent pas comment ça, mais c'est un peu ce qu'on a réussi à faire avec nos produits. Puis ce qui est vraiment cool, c'est qu'avec les années, on a réussi à bâtir une belle communauté de férioles au point où nos clients, c'est nos meilleurs vendeurs. Puis il y a quelque chose qui se passe sur le terrain qui est assez fou, qui est dur à expliquer, mais c'est que nos clients, tous nos clients nous disent que c'est fou à quel point ils se font questionner. Ils sont dans le line-up en attente dans les chaises ou dans les télésièges, puis hein, t'as des skis Férioles, t'es aimes-tu? Puis là, nos clients, ils se mettent à vendre Férioles. Ben oui, Férioles, compagnie de Québec, ils font ça, ils sont plus environnementales, ils sont allés au Dragon Québec, après ça, ils ont fait le Dragon's Den, ils ont fait ci. Fait que nos clients commencent à nous vendre. Puis c'est vraiment beau de voir ça. Puis ça le bouche à oreille très fort parce qu'ils vont se procurer ou s'informer sur les skis Férioles. Moi-même, je vais skier, puis que des fois, je me fais approcher. Hein, t'as des skis Férioles, t'es aimes-tu? Ben, quand même, c'est moi qui les ai designés qui les a testés. Fait que c'est ça. Fait qu'on est chanceux d'avoir cette communauté-là. Fait que le bouche à oreille est très, très fort. On a une belle communauté. On partage tout ce qui est. Nos clients créent beaucoup de contenu, que ce soit en story, en post. C'est des choses qu'on repartage tout le temps. On essaie d'être très, très proactif à ce niveau-là aussi. Là. Les démos cet hiver, j'imagine, le calendrier, il est-tu fait? Il y en a une partie de faite, mais il est encore en élaboration. Fait que l'idée, c'est que quasiment à tous les week-ends, Fériol est dans une montagne à quelque part où c'est possible d'essayer les skis. On va avoir un centre démo officiel aussi. Qui va être au Massif du Sud, ou sinon, si on passe proche du Mont-Saint-Anne ou du ski Michel, on laisse toujours un paquet de skis là aussi qui est possible d'essayer vu qu'on a notre lab qui est juste à côté. Fait que c'est super facile au final. On lance un calendrier que les gens peuvent juste regarder et dire OK, ben, ils sont à Bromont telle journée, je vais y aller. Ou bien de nous contacter Hey, je peux-tu essayer de ski, je suis telle place, puis on s'organise. Fait que il y a plein de bonnes solutions. Là. On essaie d'être super bon côté service. Là, fait que. Les joies des PME. Oui, c'est ça, exact. On va encore le faire. On a plusieurs chapeaux. Yes. Puis là, rester à l'affût
pour le calendrier qui va sortir ou vous contacter si jamais vous êtes intéressé à essayer une paire de skis cet hiver. Ouais, puis après ça, on essaie d'être très, très actif. Les infolettes, c'est une des super bonnes façons de rester informé sur ce qu'on fait. Sont pertinentes. Fait qu'on met du bon contenu dedans. Puis aussi, tout ce qui est post, toutes les annonces. Fait qu'on essaie de montrer l'information partout, site web aussi. Fait que, encore là, c'est super facile de nous rejoindre. Là. Puis là, il n'y a pas encore de neige. Ouais. Pour moi, je suis un gars de sport d'hiver aussi. Fait que je commence à avoir un peu hâte. Là. Octobre, d'habitude, ça commence à. Ah, c'est tard, octobre. Mais là, j'ai un marathon qui s'en vient. Fait que le 5 octobre, je vais vouloir de la neige. Parfait. Puis là, il y a la Coupe du monde de vélo de montagne qui s'en vient au Mont-Saint-Anne. L'épisode va sortir juste avant. Vous allez être sur place? Oui. On aime ça être sur place parce que ça fait faire la 4e année qu'on est là. Parce que c'est un événement mondial de vélo de montagne. Puis il y a un très, très gros village des exposants parce que toutes les grosses compagnies de bike sont là. Mais nous, on est là avec notre kiosque de ski parce que, c'est local. C'est au Mont-Saint-Anne, on est juste à côté. C'est un super événement qui rayonne à l'international. Puis on se rend compte, vu que ça a lieu en octobre, les gens ont hâte à l'hiver, mais surtout, souvent, le personnel type, les gens qui pratiquent le vélo de montagne, c'est souvent les mêmes gens qui vont skier l'hiver. Fait que ça nous permet d'avoir un bel exposure, de réaliser des belles ventes sur place. Fait que, les gens sont craqués de venir nous voir en personne. Là, on va être physiquement sur place pour la Coupe du monde au Mont-Saint-Anne début octobre. Puis j'imagine que vous amenez vos produits pour pouvoir les voir visuellement. Tout est là. Tout est là. Tout est là, même des prototypes qu'on amène, même des choses pas sorties qu'on amène. Là. Fait que c'est une belle façon là, d'avoir une coupe de scoop. Là. Vous gâtez le monde. Là. Oui, vraiment. Vraiment. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. Oui. Ça veut dire quoi pour toi être en santé? Ça se passe à la fois dans la tête que dans le physique. Mais ça veut dire de réussir à trouver l'équilibre pour faire ce qui te rend heureux puis dans quoi tu te sens bien. Fait que, comme je dis, se sentir bien à la fois physiquement que mentalement, mais être en forme pour, comment je dirais, pour avoir la liberté de réaliser ce qui nous fait triper au quotidien puis que ça soit pas une limitation. Fait que ça, c'est un niveau de la santé, mais aussi être en santé dans la tête. Là, juste l'entrepreneuriat, c'est un fichu sport extrême mental. Fait que d'être sur son X, d'être heureux dans ce qu'on fait. Puis je pense que c'est là l'importance d'être drivé par nos passions puis de faire ce qu'on aime. Là. Puis il y avait un article, tu disais j'ai pas l'impression de travailler. C'est encore le cas? Ben oui. Parce que en petite compagnie, des heures, on en fait. Là, des grosses semaines de 60, 70, 80 heures, on en fait pas mal, mais on aime tellement ce qu'on fait qu'on n'a pas trop l'impression de travailler. Là. Fait que ça, c'est encore vrai. Puis après ça, je veux dire, que ce soit... mettons, on n'a pas le choix dans l'hiver de se faire au moins une semaine de ski pour créer des photos et des vidéos pour l'année d'après ou des journées de ski pour aller tester des prototypes. Encore là, oui, c'est selon une méthodologie scientifique, mais... Quand même, on s'en va skier, c'est cool. L'émission commerciale, elle est un petit peu partout. C'est toutes des choses qui sont vraiment tripantes. Là. Vraiment nice. S'il y a des auditeurs qui veulent vous suivre sur les médias sociaux? Ferial Ski. Avec un ski avec un S? Yes. Juste un? Tout d'un mot. Ferial Ski. Assez simple. Ouais. Instagram, Facebook, on a tout ce qu'il faut. Même TikTok. Même TikTok? Ouais. Vous allez faire des TikTok dans les pentes de ski? Ouais, on met des vidéos qui font triper. Good. Puis votre site web? Ferial.ca. Là, il n'y a pas de ski. Non, il n'y a pas de ski. Jonathan, un gros merci. Merci à toi, Félix, pour l'invitation. Là. C'était vraiment super et bien du plaisir. Good. À la prochaine. À la prochaine. Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. À bientôt.